Cher lecteur, tout le monde souhaite que sa vie soit confortable, abondante, exempte de maladies et de chaos. Et pourtant, nous constatons souvent que la vie a ses propres plans et peut nous laisser sentir comme un bateau en papier tourbillonnant sur les eaux tumultueuses de la vie. Vous avez peut-être essayé toutes sortes de méthodes populaires visant à atteindre le bonheur, mais je me demande à quel point vous les avez trouvées efficaces, celles se conforment à la vision du monde traditionnel. Ce livre introduit de nombreuses choses étranges et merveilleuses. Il est également stupéfiant. Vous pourriez ne pas vouloir y croire, mais vous n'aurez pas à croire. Les méthodes introduites ici vous invitent à tout tester par vous-même. Et lorsque vous le ferez, votre vision actuelle du monde s'effondrera. Transurfing est une technique puissante visant à vous donner le pouvoir de créer des aspects de votre vie d'une manière qui semblerait ordinairement impossible. En particulier, Transurfing vous donnera le pouvoir de contrôler votre destinée selon vos souhaits. Je ne promets pas de miracle, et pourtant quelque chose de plus grand qu'un miracle vous attend. Vous découvrirez que la qualité cachée de la réalité est plus extraordinaire que n'importe quelle tradition mystique. Il existe de nombreux livres actuellement disponibles sur la manière de devenir réussi, riche et heureux, une perspective tentante, car qui ne voudrait pas de ces choses? Le problème est que lorsque vous commencez à lire ces livres d'auto-assistance, vous découvrez que pour que la technique fonctionne, vous devez faire certains exercices, vous engager dans une recherche sérieuse de votre âme, méditer, et tout de suite, votre enthousiasme diminue. Pour la plupart des gens, la vie est assez occupée et stressante, sans avoir à ajouter à la charge de travail, en vous donnant encore plus à faire. Les livres vous diront que vous êtes imparfait, et que le changement doit commencer par vous-même. Sinon, il est inutile d'espérer quoi que ce soit de plus. Vous pourriez ne pas être entièrement satisfait de vous-même, mais au fond de vous, vous savez que vous ne voulez pas vraiment changer, et vous ne devriez pas avoir à le faire. Soyez prudent avec quiconque vous dit que vous êtes moins que parfait, car comment quelqu'un d'autre pourrait-il savoir comment vous êtes censé être? Si on vous dit que vous devez vous changer pour atteindre les choses que vous voulez dans la vie, la solution n'est pas là où vous cherchiez. L'idée principale de Transurfing est basée sur l'existence de l'espace alternatif qui stocke les scripts de tous les événements possibles. Le nombre d'alternatives est infini, tout comme le nombre de points possibles sur un graphique de coordonnées. L'espace alternatif écrit tout, ce qui a été, est ou sera sous certaines conditions. L'énergie mentale d'une personne peut matérialiser un secteur donné de l'espace alternatif. Une alternative potentielle est incarnée dans la réalité physique comme un reflet dans le miroir des alternatives. L'individu est capable de façonner sa propre réalité tant qu'il observe certaines règles. L'esprit essaie sans succès d'influencer le reflet. Au lieu de cela, vous devez changer l'image qui se reflète. Dans ce livre, nous n'allons pas faire d'exercice, méditer, ou nous obséder avec le soi. Transurfing n'est pas tellement une méthode d'amélioration de soi qu'une manière fondamentalement différente de penser et de se comporter pour obtenir ce que vous désirez de la vie. Cela implique exactement ceci: obtenir ce que vous désirez de la vie plutôt que de devoir vous battre pour l'obtenir. La méthode de Transurfing n'a pas pour but de changer le soi. Elle offre une façon de retourner à soi. Nous commettons tous des erreurs dans la vie, et pensons ensuite combien merveilleux serait de pouvoir remonter le temps et tout remettre en ordre. Je ne vous promets pas un billet de train de retour vers votre enfance, mais les erreurs peuvent être corrigées, et le faire revient un peu à revenir dans le passé, voire même à avancer dans le passé. La signification de ces mots deviendra claire vers la fin du livre. Vous n'avez pas entendu ni lu ailleurs les choses que je vais vous dire ici, alors soyez prêts à l'inattendu, aussi agréable que surprenant. Chapitre 1. Le modèle des alternatives. Les rêves ne se réalisent pas. Le bruissement des étoiles du matin. J'ai été réveillé par le chien du voisin qui aboyait. Cette vilaine bête me réveillait toujours. Comme je la détestais. Pourquoi devrais-je être réveillé par le bruit de l'animal de quelqu'un d'autre? J'ai décidé de sortir faire une promenade pour me calmer et me distraire de l'intense envie de mettre le feu à la maison de mon voisin. On dit que les chiens ressemblent à leur propriétaire. Celui-ci était là. Il semblait toujours y avoir un idiot dans ma vie essayant de me décourager, me stressant. J'ai commencé à m'habiller. Mes pantoufles avaient encore disparu. Où êtes-vous, petit filou? Quand je vous trouverai, je vous expulserai.
Il faisait brumeux et humide dehors. Je marchais le long du chemin glissant à travers la sombre forêt. Presque toutes les feuilles étaient tombées, exposant les grands troncs des arbres à moitié morts. Pourquoi est-ce que je vis au milieu de cette déprimante tourbière? J'ai attrapé une cigarette. Je n'en avais pas vraiment envie, mais les vieilles habitudes me disaient que j'en avais besoin. À quel moment étais-je devenu dépendant des cigarettes? Ce n'est pas très agréable de fumer le matin à jeun. J'étais autrefois un fumeur social. C'était à la mode, un symbole de liberté et de style. Mais la fête se termine, et la grande bruine de la vie quotidienne s'installe, apportant avec elle des problèmes et des obstacles comme des flaques glissantes. Vous fumez chaque problème plusieurs fois, comme si vous vous disiez « Je vais juste fumer rapidement, reprendre mon souffle, puis me lancer de nouveau dans la redoutable routine. » La fumée me piquait les yeux, alors j'ai placé mes mains dessus pendant 1 minute, comme un enfant contrarié. J'en avais tellement marre de tout. Comme si elle lisait mes pensées, une branche de bouleau se courba méchamment et me frappa fort sur le front. Bâtard! Dans ma colère, j'ai rompu la branche en 2 et l'ai jetée de côté. La branche s'est coincée dans un arbre, a rebondi de côté en côté et a sauté de haut en bas comme une boîte à ressorts, se moquant de mon incapacité à changer quelque aspect que ce soit de mon monde. Se sentant très bas, j'ai continué. Chaque fois que j'essayais de lutter contre le monde, il cédait d'abord, me donnant de faux espoirs, puis revenait vers moi avec une gifle dure. Ce n'est que dans les films que le héros se dirige vers son but en laissant de côté tout ce qui se trouve sur son chemin. En réalité, les choses sont un peu différentes. La vie est comme une partie de roulette. Vous gagnez 1 fois, 2 fois, voire 3 fois. Vous vous imaginez être le gagnant avec le monde à vos pieds, mais vous finissez toujours avec moins que vous n'avez commencé. Vous êtes simplement la dinde engraissée pour être rôtie et dévorée au son de la musique joyeuse et des rires. Vous vous trompiez, ce n'est pas votre jour de chance, vous avez fait une erreur. Baigné de pensées sombres, j'arrivais à la plage. Les vagues aiguës mordaient méchamment le rivage sableux. La brise marine froide et humide me soufflait amèrement. Les grosses mouettes se promenaient paresseusement sur le rivage, picorant des déchets pourris. Leurs yeux portaient un regard froid, noir et vide, comme reflétant la froideur et l'antagonisme du monde autour de moi. Un homme ramassait des bouteilles vides sur la plage. Je souhaitais qu'il disparaisse. Je voulais être seul, mais il venait vers moi, probablement pour quémander quelque chose. J'ai décidé de rentrer chez moi. N'y avait-il donc pas de paix nulle part? J'étais tellement fatigué. J'ai réalisé que le sentiment de fatigue ne me quittait jamais, même lorsque je me reposais. À un moment donné, j'avais commencé à tuer le temps comme si j'effectuais une peine de prison. J'attendais toujours que les choses changent, qu'une nouvelle étape de ma vie commence où je serais différent et capable de profiter de la vie. Mais cette étape était toujours quelque part dans le futur pendant ce temps. C'était toujours la même vieille corvée. Je continuais d'attendre, mais un meilleur futur restait aussi insaisissable que toujours. Je fus réveillé par le bruissement des étoiles du matin. Quel rêve triste, comme si j'étais revenu à une période de mon passé. Dieu merci, ce n'était qu'un rêve. Je m'étirai avec soulagement, tout comme le fait mon chat. Là, il était, allongé paresseusement, étalé. Seules ses oreilles montraient qu'il était conscient de ma présence. « Lève-toi, poilu, viens-tu te promener avec moi ?» J'avais commandé une journée ensoleillée, alors je me dirigeais vers la mer. Le chemin passait à travers la forêt, et le bruissement des étoiles du matin s'estompait progressivement, laissant place au chœur multivoix de la nation des oiseaux. Quelqu'un dans les buissons essayait particulièrement fort. « Nourriture, nourriture !» Là était le petit vaurien. Comment un petit amas de plumes peut-il crier si fort? Seulement maintenant, il me venait à l'esprit que bien que chaque oiseau ait une voix différente, aucun n'était jamais faux par rapport au reste du chœur. Il parvenait toujours à produire une symphonie si gracieuse. Aucun orchestre, aussi sophistiqué soit-il, ne pourrait être favorablement comparé. Le soleil tendait ses rayons entre les arbres, créant un contre-jour magique qui mettait en évidence la profondeur volumineuse et la richesse des couleurs de la forêt, la transformant en une holographie miraculeuse. Le chemin me conduisait diligemment vers la mer. Les vagues émeraudes échangeaient des chuchotements avec une douce brise marine. La rive semblait infinie et vide, mais je me sentais à l'aise et en paix, comme si le monde surpeuplé avait créé un coin isolé juste pour moi.
Certaines personnes croient que le monde est une illusion créée par l'esprit, mais je ne pouvais pas imaginer avoir une si haute opinion de moi-même pour penser que toute cette beauté était le produit de ma propre conscience. Se sentant toujours sous l'effet de mon rêve oppressant, j'ai commencé à me remémorer ma vie passée, qui avait en réalité été aussi terne et sombre que mon rêve. Comme beaucoup de gens, j'avais souvent exigé du monde tout ce que je pensais qu'il me devait, mais en réponse, il m'avait tourné le dos avec une indifférence. On me conseillait par des personnes plus sages et plus expérimentées que moi-même de ne pas abandonner, car le monde n'abandonne pas si facilement. Vous devez vous battre pour ce que vous voulez. Alors, j'ai essayé de lutter contre le monde, mais je n'ai rien accompli et j'ai fini épuisé. Mes conseillers avaient une réponse toute prête pour cela aussi. Vous êtes le problème. Changez-vous avant de commencer à demander des choses à la vie. Alors j'ai lutté contre moi-même, mais cela s'est avéré encore plus difficile que de lutter contre le monde. Puis un jour, j'ai rêvé que j'étais dans une réserve naturelle, dans le rêve. J'étais entouré d'une beauté indescriptible en marchant à travers la réserve et admirant toute sa splendeur, quand je suis tombé sur un vieil homme en colère, avec une barbe grise qui, autant que je pouvais en juger, était le gardien de la réserve. Il me regardait en silence. Je m'approchai de lui, mais dès que j'ouvris la bouche pour parler, il me coupa d'un ton froid, disant qu'il ne voulait entendre aucun mot. Il était fatigué des visiteurs bruyants et capricieux, constamment insatisfaits, toujours exigeants et laissant derrière eux des tas d'ordures. J'acquiesçai en sympathie et continuai à marcher. J'étais émerveillé par la beauté unique de la réserve et me demandais pourquoi je ne l'avais pas visitée plus tôt. Enchanté, je continuais à me promener, admirant la magnificence de tous côtés. Aucun mot ne pouvait décrire pleinement la perfection du paysage. Mon esprit se vida, rempli d'une admiration stupéfaite. Bientôt, le gardien apparut à nouveau devant moi, son regard austère s'étant adouci. Il me fit signe de le suivre. Nous montâmes au sommet d'une colline verte, et de là, une vue spectaculaire sur une vallée pittoresque s'offrit à nous. Je pouvais distinguer un genre de village avec des maisons miniatures décorées de plantes et de fleurs, comme une illustration dans un livre de contes de fées. Si la scène devant moi avait paru plus réelle, j'aurais pu la contempler avec délice pendant un certain temps. À la place, je commençais à soupçonner que cette beauté fabuleuse était le fruit des rêves et non de la vie réelle. Je me tournai vers le gardien avec un regard interrogateur, mais il ricana dans sa barbe, comme pour dire que nous ne faisions que commencer. Alors que nous descendions dans la vallée, je réalisais que je ne me souvenais pas de comment j'étais arrivé à la réserve. J'espérais que le vieil homme pourrait me donner une explication. J'y fis alors une remarque maladroite sur le fait que cela devait être agréable d'être l'un de ceux qui pouvaient se permettre de vivre dans un endroit aussi magnifique. Affichant ouvertement son irritation, le gardien répondit en disant que personne ne m'empêchait de les rejoindre. Je commençai à expliquer que tout le monde n'était pas né riche et que nous ne choisissons pas notre destinée. Mais le gardien ignora mes paroles et affirma que c'était là le point. Chacun est libre de choisir n'importe quelle destinée. La seule liberté que nous avons vraiment est la liberté de choix. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Sa déclaration ne cadrait pas du tout avec ma philosophie de vie et j'essayais de discuter avec lui, mais le gardien ne voulait pas écouter. « Idiot », dit-il. « Vous avez le droit de choisir, mais vous ne l'exercez pas. Vous ne comprenez même pas ce que choisir signifie vraiment. » C'était ridicule, pensai-je. Que voulait-il dire par « choisir ce que je veux » ? On aurait dit que je pouvais simplement conjurer n'importe quoi à ce moment-là. Soudain, je réalisais que je rêvais. La situation me perturba, et je ne savais pas comment me comporter. Autant que je me souvienne, j'insinuais au vieil homme qu'il pouvait choisir de dire des bêtises, que ce soit dans un rêve ou éveillé. Cependant, là s'arrêtait l'étendue de sa liberté. Mon commentaire ne semblait pas déranger le gardien du tout. En fait, il rit en réponse, conscient de l'absurdité de la situation. À quoi bon débattre avec une figure de mon propre rêve? Je me demandais s'il serait mieux de me réveiller. Comme s'il lisait dans mes pensées, le vieil homme dit « C'est assez, nous n'avons pas beaucoup de temps. Je ne m'attendais pas à ce qu'il m'envoie quelqu'un comme toi, mais je dois poursuivre ma mission de toute façon. » J'allais lui demander quelle était sa mission et qui était-il, mais il m'ignora, me donnant plutôt une énigme qui semblait absurde à l'époque. Tout le monde peut avoir la liberté de choisir ce qu'il veut, mais voici une énigme pour toi. Comment acquérir cette liberté?
Quand tu trouveras la réponse, tes pommes tomberont vers le ciel. Quelles pommes? Je commençais à perdre patience et dis que je n'avais aucune intention de résoudre des énigmes. Les miracles n'arrivent que dans les rêves et les contes de fées. Généralement, les pommes tombent au sol dans la réalité. Il répondit « C'est assez. Allons-y. Il y a quelque chose que je dois te montrer. » Malheureusement, quand je me suis réveillé, je ne pouvais pas me souvenir de la fin du rêve. Cependant, j'avais le sentiment distinct que même si je ne pouvais pas l'exprimer consciemment, le gardien m'avait transmis une sorte d'information. Un seul mot s'était infiltré dans mon esprit, mais je n'avais aucune idée de ce que cela signifiait. La pensée du transurfing tournait dans mon esprit, avec l'idée que je n'avais pas besoin de me meubler complètement mon monde moi-même, que tout ce qui devait être mien avait été créé bien avant sans ma participation. Mais pour mon bien-être, il était absolument inutile de lutter avec le monde pour une place au soleil, et rien ne m'empêchait de simplement choisir la vie que je voulais avoir. Au début, l'idée semblait absurde. J'aurais probablement tout oublié si je n'avais pas, à ma grande surprise, commencé peu de temps après à avoir des souvenirs très clairs de ce que le gardien entendait par le mot « choisir » et comment faire réellement un choix. La réponse à l'énigme du gardien me vint spontanément, comme la connaissance semble parfois venir de nulle part. Chaque jour, j'apprenais quelque chose de nouveau, et à chaque fois, je ressentais d'énormes surprises, parfois frôlant la peur. Je ne peux donner aucune explication rationnelle sur la manière dont cette connaissance m'est parvenue, mais une chose est certaine, je n'aurais jamais pu l'inventer moi-même. Depuis que j'ai découvert le transurfing, ou plutôt depuis qu'il m'a été donné de le découvrir, ma vie s'est remplie d'un sens joyeux. Toute personne ayant déjà été impliquée dans un travail créatif connaîtra le bonheur et l'accomplissement qui accompagnent la création de quelque chose de ses propres mains. Imaginez le sentiment de créer votre propre destin. Même l'expression « créer son propre destin », telle qu'elle est interprétée dans le sens habituel, ne parvient pas à décrire ce que je veux dire ici. Le transurfing est une méthode qui vous libère pour choisir votre propre destin, littéralement comme vous choisiriez quelque chose dans un supermarché. Je veux partager cela avec vous, afin que vous puissiez comprendre pourquoi les pommes tombent vers le ciel, pourquoi les étoiles du matin bruissent, et bien d'autres choses curieuses, comme l'énigme du gardien. Il existe différentes interprétations de la nature du destin. Une interprétation est que le destin est votre lot dans la vie, quelque chose de prédéterminé, et que, aussi fort que vous essayez, vous ne pouvez jamais vous en échapper. Cette définition est plutôt limitante, car elle suggère que si un sort difficile vous est échu dans la vie, il n'y a aucun espoir que les choses s'améliorent. Malgré cela, il y aura toujours ceux qui acceptent volontiers cette définition du destin, car elle est pratique. Ils préféreraient que la vie soit fiable et que l'avenir soit plus ou moins prévisible que de vivre dans la peur de l'incertitude. Néanmoins, l'inévitabilité totale impliquée par cette interprétation du destin laisse une sensation de mécontentement et même un peu de ressentiment. Les gens privés de chance se plaignent de leur destin et se demandent naturellement pourquoi la vie est si injuste. Pourquoi certaines personnes ont plus qu'elles ne pourraient jamais désirer, tandis que d'autres n'en ont jamais assez? Pourquoi certaines choses viennent facilement à certains tandis que d'autres n'obtiennent jamais de résultats, aussi durs qu'ils essaient? Certaines personnes sont dotées d'une beauté naturelle, d'une intelligence et d'une force, tandis que d'autres semblent avoir un autocollant marchandise inférieure, collé sur le front pour toute leur vie, comme s'ils payaient pour un péché commis précédemment. Pourquoi une telle inégalité existe-t-elle? Pourquoi la vie et sa diversité infinie imposent-elles des limites à certains groupes de personnes? Et où ont-elles mal tourné, les moins chanceuses? Les gens se sentent souvent blessés et indignés lorsqu'ils réalisent qu'ils sont moins chanceux que d'autres, et ils cherchent une explication à leur situation. C'est à ce moment que de nombreuses personnes se tournent vers des enseignements qui soutiennent des idées telles que le karma et la rétribution pour les péchés commis dans des vies antérieures. On pourrait penser que tout, ce que le Seigneur notre Dieu avait à faire de son temps, était de discipliner ses enfants espiègles et que malgré sa toute-puissance, il semble manifestement avoir du mal avec la discipline, remettant la punition de la rétribution à une date ultérieure. On se demande quel pourrait être l'intérêt de punir une personne pour quelque chose dont elle ne se souvient pas vraiment avoir fait. Une autre explication populaire de l'inégalité
répand l'espoir fallacieux que ceux qui souffrent et mènent leur vie dans le besoin recevront plus tard une généreuse compensation. Bien qu'il ne soit pas clair si la bonne fortune les attend au paradis ou dans une vie future, quel que soit l'arrangement, des explications comme celle-ci ne peuvent jamais laisser pleinement satisfait. Que les vies passées et futures existent ou non, cela importe peu. Vous ne pouvez être conscient que de la vie que vous vivez maintenant, et c'est donc la seule que vous ayez. Si vous croyez que votre destin est prédéterminé, le meilleur remède contre le désespoir que vous pourriez ressentir est l'acceptation. Il y aura toujours des gens autour de vous pour vous donner de bons conseils, comme « si vous voulez être heureux, soyez simplement heureux, soyez optimiste, soyez satisfait de ce que vous avez ». Il y aura toujours quelqu'un pour vous dire que la cause de votre malheur est votre propre plainte constante et vos attentes irréalistes de la vie, et que vous pourriez être heureux par définition. Si vous vous reconnectiez simplement avec votre enfant intérieur, je suppose que vous pourriez à moitié être d'accord, tout en reconnaissant maladroitement à quel point vous vous sentez vraiment peu inspiré à l'idée de saluer votre vie terne avec une joie nouvelle. Certainement, nous avons le droit de nous attendre à davantage. Pourquoi devrions-nous nous forcer à être heureux quand c'est aussi futile que de se forcer à aimer quelqu'un? Ensuite, il y a ces individus soi-disant éclairés, prêchant l'amour universel et le pardon. Le monde est comme une couverture d'illusions que l'on peut tirer sur sa tête pour se protéger de la sévérité de la vie, et tout devient un peu plus facile en conséquence. Au fond, cependant, il est toujours difficile de comprendre pourquoi vous devriez pardonner à ceux que vous détestez et aimer ceux pour lesquels vous n'éprouvez aucun sentiment réel. À quoi bon le bonheur s'il est contrefait? Le bonheur ne devrait-il pas venir naturellement, plutôt que d'être pressé de l'âme comme la dernière goutte de dentifrice d'un tube? Il y a aussi ceux qui refusent de croire que la vie est assez ennuyeuse et primitive pour être réduite à un destin prédéterminé. Ce type de personne préférerait être satisfait de ce qu'elle a réussi à accomplir par ses propres capacités, plutôt que d'accepter le sort qui lui a été attribué. C'est une perception différente du destin, où vous créez votre propre chance et une bonne chance doit être combattue, c'est ainsi que ça se passe. Les sages vous diront que la vie n'est donnée à personne sur un plateau, et que si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez, vous devez vous accrocher et travailler dur pour atteindre le bonheur que vous souhaitez. Les livres d'histoire décrivent des héros courageux qui ont combattu et travaillé jour et nuit, surmontant des obstacles inimaginables. Les vainqueurs étaient récompensés par les lauriers du succès, mais seulement après avoir souffert de tous les fardeaux et privations de la bataille. Cette vision du destin n'est pas très logique non plus. Des millions de personnes luttent dans le travail, mais le vrai succès ne vient qu'à quelques-uns. Vous pouvez passer toute votre vie à lutter désespérément pour une place au soleil et ne jamais y arriver. Pourquoi la vie serait-elle si cruelle et implacable? Quel lourd fardeau c'est de devoir lutter avec le monde pour obtenir ce que vous voulez, et si le monde ne répond pas, de devoir lutter avec vous-même. À quel point est-il difficile de croire que si vous êtes pauvre, malade, laid ou malchanceux, c'est de votre faute et que vous devez changer. Ces idées suggèrent que vous êtes une accumulation de divers défauts qui doivent être travaillés, à moins que vous n'ayez la chance de naître riche et heureux. Votre sort dans la vie est soit de porter humblement votre propre croix, soit de consacrer toute votre vie à lutter contre elle. Ce n'est pas vraiment une vision de la vie qui remplit le cœur de joie. Il doit sûrement y avoir une lueur d'espoir parmi ces croyances sombres. Heureusement, il y a une lueur d'espoir qui provient d'une vision totalement différente des choses. La solution est aussi simple que plaisante. Contrairement aux autres visions décrites ci-dessus, dans la Transurfing, le concept de destin est basé sur un modèle alternatif de l'univers. Avant de balancer votre main de déception et de décider que l'on vous sert une autre chimère, rappelez-vous que chaque concept connu du destin provient d'une vision du monde spécifique qui, à son tour, repose sur un certain nombre de principes non prouvés. Par exemple, le matérialisme est fondé sur la proposition que la matière est première et que la conscience est secondaire, tandis que l'idéalisme affirme le contraire. Aucune de ces philosophies n'a été prouvée, et pourtant, des modèles de l'univers sont construits autour de chacune. Chaque modèle est assez convaincant et a ses défenseurs loyaux. Le matérialisme et l'idéalisme expliquent tous deux le phénomène du monde par la philosophie, la science et la religion, et les deux ont raison et tort à leur manière.
L'homme ne pourra jamais décrire la vérité absolue avec une précision totale, car les notions utilisées dans nos tentatives de décrire la vérité sont elles-mêmes relatives. Il existe une parabole bien connue à propos de 3 hommes aveugles qui décrivent un éléphant en l'étudiant avec leurs mains. Le premier homme aveugle touche la trompe de l'éléphant, le deuxième touche la patte et le troisième touche l'oreille. Chacun tire des conclusions sur le type d'animal que représente l'éléphant en fonction de ses propres découvertes. Il serait inutile de tenter de prouver qu'une seule description parmi les 3 est correcte. Ce qui est important, c'est que la description soit pertinente et applicable. Vous avez sans doute entendu l'idée selon laquelle la réalité est une illusion créée par l'esprit, mais personne n'a expliqué en détail d'où provient cette illusion. Cela signifie-t-il que nous regardons tous en quelque sorte un film? Il est bien sûr très improbable qu'une justification concrète et rationnelle de cette idée soit jamais validée. Certains soutiennent l'opinion opposée, selon laquelle le monde matériel est simplement un mécanisme qui fonctionne selon ses propres lois immuables et ne peut être gouverné par la conscience humaine. Il y a certainement un grain de vérité incontestable dans cette idée. L'esprit humain aime avoir les pieds sur un sol solide, exempt d'ambiguïté. Ainsi, pendant des siècles, les érudits ont déchiré une théorie en faveur d'une autre, qui est ensuite placée en haute estime, après chaque combat sur le champ de bataille intellectuel pour la vérité. Une seule réalité demeure invaincue après chaque bataille. Chaque théorie représente un aspect distinct du phénomène d'une réalité aux multiples facettes. Chaque théorie qui résiste à l'épreuve du temps a sa place, car elle représente tout un aspect de la réalité. Si vous décidez que le destin est quelque chose de prédestiné et que vous ne pouvez pas le changer personnellement, alors c'est ainsi que ce sera. En effet, vous vous donnez volontairement à la volonté des autres, devenant comme un petit bateau flottant à la merci des vagues. Cependant, si vous décidez que vous pouvez créer votre propre destin, vous prendrez consciemment la responsabilité de tout, ce qui se passe dans votre vie, luttant contre les vagues pour naviguer votre petit bateau. Vous avez peut-être remarqué que quoi que vous choisissiez se manifeste toujours. Ce que vous choisissez, c'est ce que vous obtenez. Peu importe la vision du monde que vous choisissez de croire, la vérité de cette vision du monde sera toujours de votre côté, et d'autres discuteront avec vous, car ils ont aussi raison. Tout aspect de la réalité peut être pris comme point de départ et ultérieurement développé en un domaine entier de connaissances, avec une cohérence logique et une réflexion réussie sur une manifestation de la réalité. Un champ entier de connaissances peut être justifié par un seul fait qui, bien qu'il ne soit pas entièrement compris, a sa place. Par exemple, la physique quantique est basée sur un certain nombre de vérités et de postulats non prouvés qui ne peuvent pas être prouvés, car ils servent de point de départ fondamental pour un domaine donné de connaissances. En physique quantique, un microcosme agit parfois comme une particule et parfois comme une onde, incapable de fournir une explication sans équivoque pour un tel dualisme. Les scientifiques ont considéré ce phénomène comme un axiome. Les postulats de la physique quantique rassemblent différents aspects de la réalité dans toute sa diversité de formes, tout comme les aveugles dans la parabole qui proclamait dans un CA que l'éléphant fonctionne comme une souche, et dans un autre comme un serpent. Si, en décrivant le microcosme, on choisit de commencer par sa qualité de particule comme fondamentale, on arrive au modèle de l'atome créé par le célèbre Niels Bohr. Dans le modèle de Bohr, les électrons tournent autour du noyau comme les planètes dans le système solaire. Si, en revanche, on considère que la qualité principale est l'onde, alors le modèle de l'atome ressemblera à un point flou. Les deux modèles fonctionnent en reflétant différentes manifestations de la réalité. Dans ce cas également, on pourrait dire que les scientifiques obtiennent ce qu'ils choisissent. Toute manifestation de la réalité peut servir de postulat ou de base pour un argument qui aura certainement du sens et sa place dans la recherche de la vérité. Les gens ont toujours cherché à comprendre la nature du monde en étudiant ses parties individuelles. Des domaines de connaissances scientifiques ont été créés pour décrire et expliquer les divers phénomènes de la nature, et souvent, ils se contredisent. La nature du monde est une, mais elle se révèle à nous sous de nombreuses formes. Dès qu'un visage a été étudié et expliqué, un autre apparaît qui ne correspond pas entièrement au premier. Les scientifiques ont tenté de surmonter ces contradictions en englobant les diverses manifestations de la réalité dans un modèle unique de l'univers,
Mais cela n'est pas une tâche facile. Il y a un fait incontestable qui unit et réconcilie toutes les branches du savoir, et c'est la nature diverse et multiforme de la réalité. La variabilité est la qualité fondamentale du monde, pour une raison quelconque les défenseurs de différents domaines de connaissances négligents. C'est fait dans leur tentative de décrire des phénomènes individuels, malgré le fait qu'il y a tellement de choses qui pourraient être apprises de cela. La variabilité est un point de référence clé, tout comme 0 est le point de référence principal pour une grille de coordonnées. Tout point de départ pour une zone particulière de connaissance est secondaire par rapport à ce point de référence clé de variabilité, et pourtant, il est contourné comme s'il ne contenait aucune information. Néanmoins, il contient de l'information, et une information d'une nature tout à fait extraordinaire. Pour résoudre l'énigme du gardien, nous prendrons la qualité de la variabilité comme point de départ. En d'autres termes, nous prendrons un postulat, le fait que la réalité se manifeste sous une infinité de formes. Malgré la nature très générale de ce postulat, il révèle une connaissance tout à fait fascinante. Nous partons de l'idée que toutes les manifestations diverses de la réalité ont leur origine dans une source commune. Le monde se manifeste comme un mouvement de la matière à travers le temps et l'espace, et ce mouvement est soumis à certaines lois. Comme vous le savez, des points sont tracés sur un graphique selon une formule mathématique. On pourrait dire que la fonction qui détermine comment les points sont tracés sur un graphique est également une loi. Alors, où sont écrites les lois de l'univers? Les lois de type formule ne sont qu'un produit abstrait de l'esprit humain, créé pour la commodité d'exprimer des concepts. Il est très improbable que les lois de la nature soient enregistrées quelque part. Est-ce qu'un graphique pourrait être créé qui marquerait la position de tous les points de matière? Bien sûr, on pourrait théoriquement marquer les coordonnées de l'infini de tous les points existants dans l'univers, mais la capacité de la mémoire humaine est trop limitée pour faire face à un volume de données aussi massif. La nature, en revanche, n'a aucune difficulté avec l'éternité. La nature n'a pas besoin d'une formule pour généraliser la position et le mouvement des points sur un graphique. Si la ligne du graphique était divisée en points infiniment petits, chaque point pourrait être vu comme une cause, et le point suivant comme l'effet conséquent, où tout mouvement d'un point de matière à travers le temps et l'espace pourrait être perçu comme une chaîne infinie d'exemples infinitésimaux de cause à effet. En science, nous décrivons le mouvement de la matière en termes de lois, mais dans la nature, ce mouvement existe sous sa forme naturelle, en tant que flux infini de cause à effet. En général, l'information concernant tous les points possibles. Le long du chemin de la matière en mouvement est stocké dans un champ d'information que nous appelons ici l'espace alternatif. Ce champ contient des informations sur tout, ce qui a été, est et sera. L'espace alternatif est une structure d'information matérielle. C'est un champ infini contenant des informations sur tous les scénarios possibles de tout événement qui pourrait jamais avoir lieu. On pourrait dire que l'espace alternatif contient absolument tout. Nous pouvons à peine deviner la forme que prend cette information, et pourtant, notre but ici ne nécessite pas de le savoir. L'important est d'établir que l'espace alternatif sert de modèle ou de grille de coordonnées pour le mouvement de toute matière dans le temps et l'espace. Chaque point dans l'espace contient sa propre version d'un événement donné. Pour simplifier la compréhension, disons que chaque variation ou version a un scénario et un décor. Le décor est la forme externe d'un phénomène, tandis que le scénario est le chemin que la matière emprunte. Pour des raisons de commodité, on peut dire que l'espace alternatif a différents secteurs. Plus la distance entre les secteurs est grande, plus le scénario et le décor différeront. Le destin d'une personne comporte également de nombreuses alternatives. Théoriquement parlant, il n'y a pas de limite au scénario et décor de l'existence humaine, car l'espace des alternatives est infini. Tout événement apparemment insignifiant peut influencer un tournant du destin dans la vie d'une personne, tout comme tout autre mouvement de la matière représente une chaîne d'événements de cause à effet. Dans l'espace des alternatives, l'effet est toujours situé à proximité de sa cause. L'un suit l'autre, et ainsi les secteurs du destin d'une personne créent une ligne de vie. Les scénarios et les paramètres des secteurs sur une ligne sont plus ou moins uniformes. La vie d'une personne s'écoule régulièrement dans une direction jusqu'à ce qu'un événement survienne et change les scénarios et décors. Lorsque cela se produit,
le destin prend un tournant et se déplace vers une autre ligne de vie. Expérimenter des lignes de vie très proches les unes des autres, c'est comme regarder une pièce de théâtre, puis le lendemain retourner au théâtre pour voir la même pièce. Mais cette fois-ci, le décor est différent. Si au cours de la saison théâtrale suivante, vous voyez la pièce avec les mêmes acteurs, mais qu'il y avait eu un changement significatif dans le scénario, ce serait comme expérimenter une ligne de vie située légèrement plus loin dans l'espace des alternatives. Enfin, si vous regardiez la même production dans un théâtre différent, vous verriez une interprétation totalement différente de la pièce, et cela serait comme expérimenter une ligne de vie qui existe à une distance significative de la première. La réalité a une telle diversité de formes parce que le nombre d'alternatives pour sa manifestation est illimité. Tout point de départ pour l'une ou l'autre forme de manifestation entraîne une chaîne de relations de cause à effet. On pourrait dire que la réalité se déploie à travers la vie en fonction de la sélection du point de référence original, et finalement, chacun obtient ce qu'il choisit. Vous avez le droit de choisir précisément parce qu'un nombre interne d'alternatives existe déjà. Personne ne vous empêche de choisir le destin avec lequel vous vous sentiriez à l'aise. La gestion de votre propre destin se résume à une seule chose: faire le choix. La Transurfing vous montre comment faire ce choix. Ainsi, une structure d'information existe qui contient un nombre infini d'alternatives potentielles, chacune avec son propre scénario unique et ses décors. Le processus de transformation en réalité physique correspond à ce qui est établi dans la structure d'information. Comment la matière se déplace à travers l'espace des alternatives peut être démontré par la métaphore suivante. Imaginez un tuyau d'eau avec un anneau de refroidissement qui se déplace lentement le long du tuyau, solidifiant l'eau à l'intérieur en un cristal de glace. Ce n'est pas le cristal lui-même qui se déplace. Autrement dit, ce n'est pas un seul morceau de glace qui flotte dans l'eau, mais la potentialité de créer la structure de glace, c'est-à-dire l'état gelé. Les molécules d'eau sont comme les gens, et leur position par rapport à la structure cristalline est comme une manifestation dans la réalité physique d'un destin possible. Il n'y a pas de réponse unique à la question de CE que symbolise l'anneau de refroidissement. En d'autres termes, comment et pourquoi la structure d'information se transforme en matière physique. Personne ne peut dire dans un microcosme que la matière peut se comporter comme un faisceau d'énergie. Nous savons qu'en l'absence d'air, par exemple, les microparticules subissent un processus continu de naissance et d'annihilation, suggérant que la matière est présente et pourtant ne représente pas une substance physique. La seule chose claire est que les objets que nous pouvons toucher ont une base énergétique intangible. J'espère ne pas avoir submergé le lecteur avec trop de physique, d'autant plus que nous en sommes qu'au tout début de la Transurfing. Les choses que vous apprendrez dans ce livre peuvent être un peu surprenantes. Donc naturellement, j'offre une certaine justification théorique pour aider l'esprit à rester bien ancré. Soyez patient. La vague est une autre analogie du processus de manifestation physique, où la mer est l'espace des alternatives et la vague la manifestation matérielle d'une alternative donnée. Prenez une vague qui se forme dans la mer après un tremblement de terre. Elle semble se déplacer à la surface de la mer en une bosse, mais en réalité, l'eau reste à un endroit. Ce n'est pas une masse d'eau qui se déplace à travers la mer, mais plutôt le potentiel énergétique de transformation en réalité physique. Ce n'est que lorsque l'accumulation d'eau atteint enfin le rivage qu'elle se brise au sol. Toute autre vague se comporte de la même manière. Cela signifie-t-il que la manifestation matérielle se déplace à travers le temps et l'espace, tandis que les alternatives potentielles restent en un seul endroit pour l'éternité dans l'espace de tout, ce qui était, est et sera? Pourquoi pas? Le temps lui-même est aussi statique que l'espace. Le passage du temps n'est ressenti que lorsqu'il tourne comme un film, une image suivant l'autre. Si vous déroulez le film et regardez toutes les images mises ensemble, il n'y a pas de temps car toutes les images existent simultanément. C'est pareil dans la vie. C'est pourquoi l'idée que tout vient et part est si profondément ancrée dans nos esprits. Tout. Ce qui est enregistré dans le champ de l'information a toujours été là et sera toujours là. Les lignes de vie existent comme une bobine de film. Ce qui s'est passé dans le passé ne disparaît pas simplement, et ce qui doit arriver dans le futur est déjà présent ici et maintenant. La section actuelle de la vie d'une personne
est une manifestation matérielle de l'espace des alternatives dans cette section de sa ligne de vie. Cette idée peut être légèrement perturbante, et vous pourriez vous demander comment il est possible que d'innombrables alternatives de votre propre destin existent simultanément en stase. Qui est responsable de cela? Dieu ou les lois de la nature peut-être? Imaginez un point sur une grille de coordonnées. À l'école, on nous apprend qu'un point sur la grille peut avoir n'importe quelle coordonnée x et y, de moins l'infini à plus l'infini. Pourtant, personne ne pense à demander pourquoi un point peut avoir absolument n'importe quelle coordonnée. Imaginez si le point qui se déplace le long de la ligne de fonction était surpris et demandait « Comment se fait-il que le chemin que j'ai parcouru jusqu'à présent a toujours existé et existera toujours? Et comment se fait-il que le chemin que je m'apprête à parcourir a déjà été tracé d'avance ?» Cela semblerait étrange au point, mais pas à vous, car vous observez son chemin d'en haut et pouvez voir les choses d'une perspective différente. L'espace des alternatives sert de modèle qui détermine comment la réalité physique peut se manifester. Imaginez une personne marchant à travers une forêt sombre avec une torche. Dans l'obscurité, la personne tenant la torche éclaire une petite zone autour d'elle. Toute la forêt est comme l'espace des alternatives, tandis que la zone éclairée est comme la manifestation physique de l'alternative dans cette zone. La question demeure de savoir ce qui fournit la lumière, en d'autres termes, ce qui allume, c'est-à-dire matérialise une alternative particulière dans le modèle. Pour répondre à cette question, nous devons partir d'un point de vue différent. De nos jours, la plupart des gens conviennent que les pensées sont matérielles. Il existe également des preuves que la réalité prend deux formes. D'une part, l'existence matérielle définit la conscience, et d'autre part, il existe des preuves claires du contraire, indiquant que la conscience définit également l'existence physique. Par conséquent, les pensées ne fournissent pas seulement la motivation pour l'action humaine, elles ont également une influence directe sur notre réalité. Par exemple, nos pires attentes tendent généralement à se réaliser. Bien sûr, on pourrait argumenter que ce n'est pas parce que nos pensées se sont matérialisées, mais plutôt que nos pensées étaient une prémonition de malheur imminent qui se serait produit de toute façon. Il y a indéniablement beaucoup d'incertitudes et d'ambiguïtés concernant les phénomènes paranormaux. Cependant, cela ne signifie pas qu'il faut ignorer ou nier la relation entre la pensée et le processus de réalisation matérielle. Beaucoup de preuves existent pour indiquer l'impact direct de la pensée sur la réalité d'une manière ou d'une autre. La conscience individuelle façonne le destin d'une personne. Ce livre se concentre spécifiquement sur la façon dont cela est possible. L'énergie de la pensée transforme les alternatives possibles en réalité physique. Cette affirmation est correcte, car la réalité peut se manifester sous n'importe quelle forme définie par la conscience. Des preuves de cette hypothèse peuvent être trouvées non seulement dans la vie quotidienne, mais aussi dans les expériences de la physique quantique. Pour nos besoins, le mécanisme spécifique par lequel l'énergie de la pensée interagit avec cet espace des alternatives n'est pas d'une grande importance. Il n'est pas encore clair de quelle manière a lieu le transfert d'informations, que ce soit au niveau énergétique ou par d'autres moyens. Pour des raisons de commodité, nous travaillerons simplement avec l'idée que l'énergie de la pensée éclaire un certain secteur de l'espace des alternatives, en résultant la matérialisation d'une alternative sur le plan physique. Les ondes d'énergie de la pensée trouvent le secteur dans l'espace des alternatives qui correspond en qualité, et l'alternative de ce secteur se manifeste alors au niveau physique, marquant le processus par lequel la conscience crée la réalité. Vous devez garder à l'esprit que ceci n'est qu'une manière de manifester la réalité. En général, il n'est pas possible de créer la réalité que vous désirez simplement en restant assis à un endroit et en la contemplant, bien que des personnes existent et soient capables de matérialiser des objets littéralement à partir de l'air. Elles sont très peu nombreuses et, en règle générale, ne font pas de publicité pour leurs capacités. Néanmoins, les pensées ont autant d'impact sur le destin d'une personne que les actions concrètes. Les gens ont l'habitude de l'idée qu'il existe une connexion visible et clairement compréhensible entre leurs actions et les conséquences de celles-ci. En revanche, l'impact des pensées est imperceptible et semble inexplicable et imprévisible. Il y a indéniablement beaucoup d'incertitudes et d'ambiguïtés concernant les phénomènes paranormaux. Cependant, cela ne signifie pas qu'il faut ignorer
ou nier la relation entre la pensée et le processus de réalisation matérielle. Beaucoup de preuves existent pour indiquer l'impact direct de la pensée sur la réalité d'une manière ou d'une autre. La conscience individuelle façonne le destin d'une personne. Ce livre se concentre spécifiquement sur la façon dont cela est possible. L'énergie de la pensée transforme les alternatives possibles en réalité physique. Cette affirmation est correcte, car la réalité peut se manifester sous n'importe quelle forme définie par la conscience. Des preuves de cette hypothèse peuvent être trouvées non seulement dans la vie quotidienne, mais aussi dans les expériences de la physique quantique. Pour nos besoins, le mécanisme spécifique par lequel l'énergie de la pensée interagit avec cet espace des alternatives n'est pas d'une grande importance. Il n'est pas encore clair de quelle manière a lieu le transfert d'informations, que ce soit au niveau énergétique ou par d'autres moyens. Pour des raisons de commodité, nous travaillerons simplement avec l'idée que l'énergie de la pensée éclaire un certain secteur de l'espace des alternatives, en résultant la matérialisation d'une alternative sur le plan physique. Les ondes d'énergie de la pensée trouvent le secteur dans l'espace des alternatives qui correspond en qualité, et l'alternative de ce secteur se manifeste alors au niveau physique, marquant le processus par lequel la conscience crée la réalité. Il peut sembler difficile de déterminer une relation causale entre les pensées d'une personne et les événements ultérieurs, mais bientôt vous verrez que la connexion est tout à fait directe. Une personne obtient ce qu'elle choisit. Certains pourraient conclure que je semble dire que les mers, les montagnes, les planètes et la galaxie sont tout simplement le produit de leur énergie de pensée personnelle. Cela est dû au fait que les gens ont tendance à se considérer comme le centre de l'univers, alors qu'en réalité, ils ne sont qu'un petit point dans l'espace infini. Le monde est habité par des millions d'organismes vivants, et chacun contribue à la création de la réalité. Chaque être vivant a son énergie de pensée caractéristique. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'idée que les plantes sont capables de penser, vous pouvez considérer le processus différemment. Cela ne change pas la nature du phénomène. Personne ne peut affirmer avec certitude que les objets inertes n'ont pas une qualité similaire à l'énergie de pensée émanée par les êtres vivants, sans parler de l'unique esprit qui imprègne toute chose que nous appelons Dieu. Chaque être a une conscience et forme la couche qui crée son propre monde. On pourrait dire que tout dans ce monde porte une particule de Dieu, et c'est ainsi qu'il gouverne le monde entier. Nous vivons tous dans le même monde, et pourtant, chaque individu suit sa propre ligne de vie. Les qualités du monde matériel sont les mêmes pour tout le monde. C'est juste que sa réalisation concrète est unique dans le contexte de la vie d'une personne. Par exemple, imaginez que vous soyez un touriste marchant dans une belle ville. Vous admirez les sites et l'architecture. Vous observez les parterres de fleurs, les fontaines, les avenues du parc et les visages souriants des habitants prospères de la ville. Ensuite, en passant devant une poubelle, vous voyez un sans-abri. Il est dans la même ville que vous, dans la même dimension, mais il ne voit pas ce que vous voyez. Il voit une bouteille vide dans la poubelle, un mur sale, son concurrent qui voulait aussi la bouteille, et un policier qui le regarde avec suspicion. Vous vivez sur une ligne de vie, et le sans-abri sur une autre. Vos lignes de vie se croisent à un point dans l'espace alternatif, vous réunissant dans le même monde dans la dimension de la réalité physique. Toute manifestation de nature matérielle dans le monde a une fondation énergétique. Le champ énergétique est primaire, et toute manifestation physique est secondaire. Les scientifiques tentent d'unir différentes manifestations d'énergie dans le cadre d'une seule théorie, et bientôt ils obtiendront de bons résultats. Cependant, ils constateront qu'ils devront ajouter de nombreuses autres choses à la théorie, car la réalité prend une infinité de formes. Sans entrer dans les détails, nous considérerons l'énergie comme une force abstraite qui est invisible, mais existe néanmoins. Pour nos besoins, il suffit d'accepter le fait que l'énergie de la pensée humaine est matérielle. La pensée-énergie ne tourne pas seulement à l'intérieur de la tête d'une personne. Elle s'écoule dans l'espace au-delà de la tête et interagit avec le champ énergétique plus large qui nous entoure. Peu de gens contesteraient ce fait maintenant. Pour plus de commodité, nous pouvons parler du paramètre de l'énergie de la pensée, qui est la fréquence, tout comme les ondes radio ont une fréquence. Lorsque vous pensez à quelque chose en particulier, la fréquence de vos pensées s'accorde à une certaine zone à l'intérieur de l'espace alternatif. Lorsque l'énergie de la pensée atteint le secteur pertinent de l'espace alternatif,
La réalité potentielle contenue dans ce secteur commence à se matérialiser. L'énergie a une structure très complexe et imprègne tout ce qui existe dans le monde. Lorsque l'énergie traverse le corps humain, elle est modifiée par les pensées de cette personne, et au moment où elle quitte le corps, elle a acquis les mêmes paramètres que les pensées. Un émetteur radio fonctionne de la même manière, l'énergie absorbant les caractéristiques des pensées de l'esprit. Quand l'énergie quitte le corps humain, elle se propage en une onde de pensée qui transforme à son tour le secteur de l'espace alternatif en réalité physique. Chaque fois que vous pensez à quelque chose, que ce soit négatif ou positif, vous rayonnez une énergie de pensée dans l'espace alternatif. L'énergie modifiée s'accumule dans un secteur spécifique du champ, et cela a pour effet d'introduire des changements correspondants dans votre vie. Les circonstances de la vie d'une personne ne sont pas seulement créées par leurs actions, mais aussi par la nature de leurs pensées. Si une personne a une attitude hostile envers le monde leur répondra de la même manière. Si une personne exprime constamment son insatisfaction, elle trouvera de plus en plus de raisons d'être mécontente. Si l'attitude d'une personne envers la vie est principalement négative, le monde lui montrera le pire de sa nature. À l'inverse, avoir une attitude positive est la manière la plus naturelle de changer sa vie pour le mieux. Les gens obtiennent ce qu'ils choisissent, que cela leur plaise ou non. C'est ainsi que fonctionne la vie. Tant que vos pensées sont à peu près homogènes, vous resterez sur la même ligne de vie. Dès que votre relation à la réalité change de quelque manière que ce soit, les paramètres de l'énergie de la pensée prennent de nouvelles caractéristiques et la manifestation matérielle de la couche de votre monde se déplace vers une autre ligne. Sur cette nouvelle ligne, les événements se déroulent selon un scénario différent, en accord avec les paramètres de la pensée. Si, pour une raison quelconque, vous n'aimez pas le nouveau scénario, vous aurez du mal à changer la situation. Les gens ont tendance à réagir négativement lorsqu'ils se heurtent à des obstacles, exprimant leur insatisfaction ou tombant dans le désespoir. En conséquence, l'énergie de la pensée qu'ils émettent se recentre sur une ligne où le nombre d'obstacles est encore plus grand, donnant l'impression que leur vie est une pente glissante. Il pourrait sembler que ce processus ne peut pas être contrôlé, mais en réalité, l'individu est en contrôle, et ce sont ses propres pensées qu'il dirige dans le chemin de la réalisation matérielle vers des zones problématiques de l'espace alternatif. Les gens pensent que les obstacles peuvent être surmontés par l'action, mais en réalité, ils vivent ultimement ce que sont leurs pensées dominantes. Ainsi, si vous choisissez de lutter contre les obstacles sur votre chemin, vous ferez l'expérience d'une abondance d'obstacles. Si vous êtes absorbé par des pensées sur vos propres problèmes, vous constaterez qu'il y a toujours des problèmes dans votre vie. Même si vous prenez des mesures pour changer la situation sur votre ligne de vie actuelle sur le plan matériel, cela ne changera pas le script original dans l'espace alternatif. Tout ce que vous pouvez efficacement faire, c'est choisir un script différent. En essayant de changer des parties du script que vous n'aimez pas, vous vous retrouvez inévitablement à penser à ce que vous n'aimez pas. Vos pensées sont alors réalisées avec succès, et vous finissez par obtenir ce que vous ne voulez pas. Vous ne pouvez rien changer à propos de la ligne de vie actuelle. Tout comme dans une galerie d'art, vous ne pouvez pas enlever ou reconstruire des expositions qui ne sont pas à votre goût, car vous n'êtes pas le propriétaire. Cependant, personne ne vous empêche de vous retourner et d'entrer dans la pièce suivante pour regarder quelque chose que vous pouvez apprécier davantage. Bien sûr, le passage à une ligne de vie où tout le monde obtient ce qu'il veut sur demande ne se produit pas simplement en le souhaitant. Toutes les pensées ne peuvent pas être réalisées et tous les désirs ne sont pas exaucés. La raison de cela réside moins dans le contenu de la pensée d'une personne que dans sa qualité. Un rêve ou un souhait ne constitue pas un choix. Les rêves ne se réalisent pas pour créer la réalité. Pour parvenir à vos souhaits, vous devez observer certaines conditions que vous découvrirez plus tard dans ce livre. L'espace alternatif contient un nombre infini de lignes de vie possibles pour chaque individu. Personne ne devrait se sentir lésé s'il n'aime pas son destin, car tout le monde a le droit de choisir. Le problème est que nous ne savons pas comment choisir, le monde ayant une telle diversité de formes que l'on penserait qu'il a été créé pour satisfaire tous les besoins. Chacun peut trouver ce que son cœur désire, même dans le monde académique, où la vie manifeste le côté que nous souhaitons voir. Par exemple, l'idéalisme affirme que le monde est une illusion
et la vie est d'accord. Le matérialisme dit le contraire, et là encore, le monde n'a rien contre cela. Les gens se disputent en essayant de forcer les autres à accepter leur relation avec le monde, et pourtant, le monde montre qu'ils ont tous raison. N'est-ce pas merveilleux? L'espace alternatif est la soi-disant illusion, et la réalisation matérielle est ce que l'on entend par réalité physique. Nous obtenons toujours ce que nous choisissons. Ceux qui sont familiers avec les principes de l'islam comprendront. Ce que signifie le destin d'une personne est écrit dans le livre. Cela signifie que le destin est prédéterminé et ne peut donc pas être changé ou évité. Des déclarations similaires se trouvent dans d'autres religions. Dans un sens, le destin d'une personne est effectivement déjà prédéterminé. L'erreur de la religion réside dans l'enseignement selon lequel il n'y a qu'une seule version du destin d'une personne, alors qu'en réalité, il existe d'innombrables alternatives. On dit que l'on ne peut pas éviter son propre destin, et dans une certaine mesure, c'est vrai, car il est impossible de changer le scénario avec une alternative donnée. Combattre le monde qui vous entoure dans l'espoir de changer votre destin est une tâche difficile et ingrate. Il n'est pas utile d'essayer de changer le script. Il est beaucoup plus efficace de choisir une alternative différente qui vous convient davantage. Tout cela est assez étrange, et vous pourriez avoir raisonnablement des doutes. Je n'attends de personne qu'il accepte le modèle des alternatives comme ça, du premier coup. Je n'y croyais pas moi-même, jusqu'à ce que je sois convaincu que cela fonctionne effectivement, et parfaitement en plus. Il n'y a aucun sens à donner la préférence à un modèle de l'univers plutôt qu'un autre, simplement pour une vérité absolue. Ce n'est pas le modèle en lui-même qui a de l'importance, mais ce qu'il peut vous aider à réaliser. Différents modèles mathématiques peuvent illustrer le même phénomène physique de différentes manières. Ce serait hilarant si les spécialistes de la géométrie analytique se mettaient soudainement à attaquer les analystes mathématiques et essayaient de prouver que la géométrie est la seule vraie discipline mathématique. Les mathématiciens ont pu se mettre d'accord entre eux, mais les philosophes et les leaders religieux ne l'ont pas pu. Il est difficile de dire où se trouve réellement l'espace alternatif du point de vue de notre réalité tridimensionnelle. On pourrait dire qu'il est partout et nulle part à la fois. Imaginez une surface infinie sans début ni fin, habitée par des personnes bidimensionnelles. Ces personnes ne soupçonneraient pas l'existence de la troisième dimension. Elles croiraient que la surface sur laquelle elles vivent est le seul monde qui existe et ne pourraient pas imaginer qu'autre chose existe au-delà. Nous savons cependant qu'une troisième dimension devrait être ajoutée à ce modèle et qu'un nombre infini de surfaces similaires pourrait être créé. Ainsi, il n'est pas nécessaire de s'inquiéter si vous ne pouvez pas visualiser un nombre infini de mondes parallèles à part le nôtre, c'est juste une question de perspective. Il est difficile de croire en l'existence de mondes parallèles. Cela dit, à quel point est-il facile de croire en la théorie de la relativité, qui affirme qu'un corps accélérant augmente sa masse, réduit sa taille et ralentit le temps à travers lequel il se déplace. Il est impossible de tester la théorie directement, mais cela n'a pas d'importance. Que l'on comprenne une théorie importe peu. Ce qui compte, c'est le bénéfice pratique qui peut en découler dans le contexte de l'espace infini. Il est ridicule, voire mesquin, de débattre des avantages d'un modèle par rapport à un autre. Essayez d'imaginer l'infini en termes de distance croissante qui n'atteint jamais un horizon. Étrangement, l'infini en termes de distance décroissante n'a pas de limite non plus. Nous ne pouvons observer qu'une portion limitée de l'univers visible, car les télescopes et les microscopes ont leurs limites. Néanmoins, l'infini dans le contexte du microcosme n'est pas différent de l'infini dans le macrocosme. Il existe une théorie selon laquelle l'univers visible a émergé du Big Bang. Selon cette théorie, l'univers n'a cessé de s'étendre depuis, les corps célestes se déplaçant à une vitesse phénoménale à travers le cosmos. Mais, compte tenu des distances énormes impliquées, il semble que l'expansion de l'univers se déroule incroyablement lentement. Il est également un fait bien établi que dans le vide, à n'importe quel moment, des particules élémentaires naissent de nulle part et disparaissent immédiatement. Nous ne connaissons pas encore la structure exacte des particules élémentaires, mais compte tenu de la relativité du temps et de l'espace, rien ne nous empêche de percevoir chaque particule comme si c'était un univers séparé, semblable au nôtre. Les physiciens affirment qu'elles peuvent apparaître soit sous forme d'ondes, soit sous forme de particules.
Plus on s'enfonce dans le microcosme, plus les distances relatives semblent énormes. Et pour l'observateur interne, le temps ralentit. Pour un observateur externe, notre univers pourrait sembler durer un bref moment, comme une naissance de particules et son extinction dans le vide, tandis que nous, ces observateurs naturels, percevons que l'univers existe depuis des milliards d'années. La prochaine fois que vous prendrez une gorgée de café, demandez-vous combien d'univers vous venez d'avaler. L'infini ne peut pas être divisé en parties, donc si vous y réfléchissez, chaque fois que vous avalez une gorgée de café, vous avalez un nombre infini d'univers. Voyager à travers un microcosme prend autant de temps et semble aussi loin que voyager à travers l'immensité sans fin de l'espace extérieur. Le temps, comme l'espace, se poursuit à l'infini, que l'on regarde en arrière ou en avant. Les intervalles de temps peuvent être aussi infiniment grands que infiniment petits. Tout point à l'intérieur d'un intervalle de temps peut être considéré comme un point de référence, des deux côtés duquel s'étendent l'infini du temps. Changer le point de référence vers un autre endroit à l'intérieur de l'intervalle de temps ne change pas l'étendue de l'infini dans l'une ou l'autre direction. L'infini de mondes au sein de mondes existe simultanément. Le centre de l'univers se trouve en même temps dans chaque point de la matière, car chaque point est entouré d'infini de tous côtés. Tous les événements existent simultanément pour la même raison pour laquelle le centre de l'univers se trouve en chaque point en même temps. Cela est difficile à imaginer, mais il est aussi impossible de saisir l'infini en un seul moment de contemplation. Des théories encore plus complexes ont été conçues, affirmant que l'univers visible devient une sphère finie dans l'espace à 4 dimensions. Mais cela n'aide pas particulièrement, car théoriquement, un nombre infini de dimensions pourrait exister. Incapables d'imaginer clairement tout cela, nous devons nous contenter d'une perspective étroite et faire semblant de comprendre quelque chose de ces théories. Il y a beaucoup de choses dans la science contemporaine qui sont impossibles à expliquer ou à comprendre. Cependant, cela ne devrait pas nous empêcher de profiter des fruits de la pensée scientifique. Appliquer les principes du transurfing peut conduire à des résultats étonnants. L'important est de décider dès le départ de ne pas se torturer avec les questions du pourquoi et du comment exactement tout cela fonctionne, ce qui serait aussi productif que si un enfant demandait à un physicien pourquoi différents corps s'attirent, et le physicien répondrait en raison de la loi de la gravité. Ensuite, l'enfant poserait la question suivante. Comment fonctionne la loi de la gravité? Pourquoi les corps s'attirent-ils? Il n'y a pas de réponse à cette question, donc nous laisserons la tâche ingrate d'essayer d'expliquer ces choses, car ce n'est pas à nous de tout savoir et de tout comprendre. Nous profiterons simplement des résultats du modèle des alternatives. Selon le modèle des alternatives, il s'ensuit que l'homme peut créer son propre destin. Dans le transurfing, le concept de destin diffère des interprétations plus largement acceptées. La différence est qu'en contexte de transurfing, une personne peut choisir son bonheur. Elle n'a pas à lutter pour l'obtenir. Il n'est pas nécessaire d'accepter ou de rejeter le modèle des alternatives immédiatement. Posez-vous d'abord cette question. Avez-vous accompli beaucoup en luttant contre le monde pour trouver le bonheur? Chaque personne décidera elle-même si elle souhaite continuer de la même manière ou si elle préférerait essayer une méthode différente. Une personne peut passer toute sa vie à lutter sans rien accomplir du tout. Ne serait-il pas plus simple d'agir de manière à encourager la vie à venir à votre rencontre? Car tout, ce que fait la vie, c'est aider à manifester votre choix personnel. Peu importe, ce que vous commandez, votre choix est toujours accordé inconditionnellement. Cependant, le choix est différent du désir. Les souhaits ne se réalisent que dans les contes de fées, et la plupart des gens continuent simplement de souhaiter. Il n'est pas étonnant que la croyance soit si ancrée dans notre esprit, que les souhaits sont très difficiles, voire impossibles à réaliser. Nous avons déjà fait le premier petit pas vers la résolution de l'énigme du gardien. Bientôt, vous découvrirez pourquoi les souhaits ne sont pas accordés et que les rêves ne se réalisent pas. En résumé, la réalité se manifeste sous une variété infinie de formes. La variabilité est la qualité fondamentale du monde. Tout modèle de l'univers ne représente qu'une seule manifestation de la réalité. Toute branche de la connaissance se base sur un aspect choisi de la manifestation de la réalité. Votre choix se réalise toujours, vous recevez toujours ce que vous choisissez. L'espace des alternatives est un champ d'information enregistrant tout, ce qui a été, est et sera.
Le champ d'information contient des scénarios alternatifs potentiels à tout événement. Chaque alternative a un script et un décor. L'espace peut être divisé en secteurs, et chaque secteur contient un scénario alternatif d'un événement. Plus la distance entre les secteurs est grande, plus les alternatives différeront. Les secteurs aux paramètres à peu près uniformes sont disposés dans une ligne de vie. La réalisation matérielle se déplace à travers l'espace comme un faisceau de densité. La radiation de l'énergie de la pensée se matérialise sous forme d'alternatives. Chaque organisme contribue à la création de la réalisation matérielle. Lorsque les paramètres de l'énergie de la pensée changent, un déplacement vers une ligne de vie différente se produit. Vous ne pouvez pas changer le fait que le décor existe, mais vous pouvez choisir un type de décor différent. Vous n'avez pas à lutter pour le bonheur. Vous devez simplement choisir une réalité alternative qui vous convient davantage.